Vous écoutez le podcast Parlons Livre Photo, présenté par Julien Gérard. Bonjour et bienvenue sur ce nouvel épisode du podcast Parlons Livre Photo. Je suis aujourd'hui à Orléans dans un chouette atelier avec Géraldine Arèche-Thénou. Je l'ai bien prononcé ? Non. Désolé. Bonjour Géraldine. Bonjour. Alors comment on prononce ton nom de famille ? Mon nom de famille se prononce Arèche-Thénou. Ok. Voilà. Alors d'Ivoire, tu es née en 1976 d'une oui, maman française. D'une maman française et d'un papa roumain, et tu vis aujourd'hui à Orléans. Jusqu'à l'âge de 12 ans, tu as vécu sous la dictature de Ceausescu en Roumanie. Alors je me permets d'en parler parce que j'ai l'impression que cela impacte fortement ton travail photographique aujourd'hui. À l'âge de 13 ans, tu as décidé que tu seras photographe. Tu réalises tes premiers reportages à 19 ans en France. En 2001, tu reçois le prix de la Fondation de France. Alors la Fondation de France est un organisme privé et indépendant qui encourage et transforme les envies d'agir à caractère philanthropique en actions d'intérêt général utiles et durables. Alors il faudra que tu nous en parles un petit peu plus tout à l'heure. Oui. En 2003, tu cofondes l'agence Salé Poivré avec une graphiste. Depuis 2014, tu voles de tes propres ailes. Tu travailles pour des entreprises, des institutions culturelles, le monde associatif et des projets personnels, le tout toujours tourné autour de l'humain pour des projets engagés. En 2020, tu sors ton premier livre 24 heures en réa, édité par les éditions Allopex. Pour ce livre, tu passes 24 heures dans l'action d'un service d'urgence débordé en tension dont le seul objectif est de sauver des vies. En 2022, tu édites le livre Étranger sur lequel nous reviendrons plus tard. Est-ce que j'ai oublié quelque chose d'important ? Je ne pense pas, mais en fait, mon premier livre, ça a été grâce à la Fondation de France, donc en 2000. En 2000. Alors, dans ce cas, on ne parle pas de 24 heures en réa, si ? Si, mais c'était mon deuxième livre. Ah, ça, c'est le deuxième. Alors, le premier, parle-nous-en un petit peu. Le premier livre, ça a été un livre qui s'appelle « Portrait pour un mot ». Et le sujet, c'est la différence des signes français, roumains et hongrois des enfants sourds-muets. Et du coup, j'avais fait une série de portraits dans 3 institutions, en Roumanie, à Cluj, dans une école roumaine et une école hongroise, et où j'avais proposé aux enfants de photographier leurs mots préférés. Et ensuite, quand je suis venue en France, je me suis dit que j'allais continuer, et je suis allée dans un centre d'enfants malentendants qui est juste ici, à côté d'Orléans, et je leur ai proposé de faire une série de portraits de mots, de mots préférés des enfants, et j'en ai fait un livre qui s'appelle du coup « Portrait pour un mot », un livre que j'ai auto-édité, donc ça a été très, très compliqué par la suite, parce que auto-éditer un livre, c'est pas évident, surtout quand tu débutes dans le monde de la photo, mais ce fut une belle aventure. Ouais, on connaît l'auto-édition dans le podcast, effectivement, c'est pas simple. Et du coup, tu reçois un prix de la Fondation de France pour ce livre. En fait, c'était pas vraiment pour le livre, c'était pour le projet de faire un livre. D'accord. Voilà, c'était pour le projet de faire un livre. Donc, quand t'es jeune, tu tentes des filles jeunes, de jeunesse et sport, tu tentes bourse projet jeune de la mairie de ta ville, là, en l'occurrence c'était Orléans, fondation du Crédit Mutuel, et aussi j'ai tenté, on m'a dit, essaie de tenter la Fondation de France. Bon, on m'avait prévenu que ça allait pas être évident, et finalement, à ma grande surprise, j'ai reçu le prix. Du coup, j'ai eu en tout 85 000 francs. Parce qu'à l'époque, c'était les francs. Tu m'aurais dit euros, j'aurais dit waouh. Mais 85 000 francs à l'époque, c'était quand même pas mal. Et c'est grâce à ces sous que j'ai pu acheter mes premières lumières studio. Parce que les premières photos, je les ai faites avec une lampe de chantier en Roumanie. Donc, arrivé du coup en France, ayant un peu
ayant reçu des sous pour ce projet, j'ai pu acheter mes premières lumières photo des Multiblitz. D'accord. On va revenir un petit peu sur ton parcours avant de parler de ton travail photographique. Donc tu commences la photo très jeune. Comment tu découvres la photo? Comment ça se passe? Alors, moi, je suis née en Roumanie. Comme tu le disais, j'ai vécu jusqu'à mes 18 ans en Roumanie. Et en 89, il y a eu la révolution de décembre 89. Et donc, après cette révolution, il y a eu une liberté qui est évidemment arrivée. Et avec cette liberté, il y a eu plein d'expositions qui ont commencé à exister. Parce qu'avant, il n'y avait pas d'expo d'images. Il y avait de la musique, mais il n'y avait pas d'expo d'images. Il n'y avait pas de photographie. Il y avait juste un journal où il y avait des photos de Ceausescu dans ses champs de blé ou dans les usines. Mais sinon, il n'y avait pas d'images. Dans les rues, il n'y avait pas d'images. Il n'y avait pas de publicité, évidemment. Et donc, un jour, je suis allée toute seule. J'ai des potes qui m'ont dit tiens, il y a une expo à la fac d'archi. Donc, j'y suis allée. Et là, j'ai découvert une expo organisée par WordPress. Et j'ai vu des photos de mon pays. Donc j'ai vu des choses que j'avais vécues. Et là, je me suis rendu compte qu'on pouvait raconter des histoires grâce à une image. Donc je suis rentrée à la maison et j'ai dit à mes parents, je vais être photographe et je veux un appareil. Bon, je ne l'ai pas eu tout de suite. Hein. Ils ont pris ça comment? Au départ, ils ont dit tu veux être quoi? Je dis voilà, je vais être photographe, je veux raconter des histoires. Et ils m'ont dit renseigne-toi ce que c'est que la photo, et on verra par la suite. Du coup, j'ai trouvé des cours du soir à Bucarest qui avaient lieu 2 fois par semaine de 20h à 22h, où il y avait que des vieux qui avaient 20-40 ans, c'était que des mecs. Et pendant... À 40 ans, on n'est pas vieux, par contre. Non, plus maintenant. Plus maintenant. Voilà. Quand tu as 13 ans, ceux de 40 ans, ils sont vieux. Et maintenant, c'est des jeunes, évidemment. Et donc, pendant 2 ans, j'ai suivi ces cours où je comprenais un peu pas grand-chose parce que c'était que des cours théoriques. Le week-end, on sortait faire des photos, mais moi, j'avais pas d'appareil photo, donc je faisais mes photos avec les appareils des autres, mais je voyais jamais mes photos. Donc, et au bout de 2 ans, mes parents, ils se sont dit, bon, elle a l'air quand même un peu motivée. Donc, ils m'ont acheté mon premier appareil, c'était un Canon T60. Voilà. Est-ce que tu te souviens de la toute première photo que tu as faite? Oh, je crois que la toute première photo que j'ai faite, après avoir développé moi-même mon négatif, il n'y avait rien. Un monochrome de chez Whiteman. Voilà. Ça arrive. Moi, je me reconnais bien dans ton parcours. Déjà, on a commencé la photo au même âge, a priori. Dans une... Enfin, je t'ai un peu googlé avant de commencer l'interview, forcément, pour trouver des infos. Et tu disais que ce qui était génial dans une interview, je crois, c'est que tu pouvais passer une journée à photographier un PDG et puis le lendemain, photographier des SDF. Tu fais souvent le grand écart comme ça dans tes sujets? Oui. En fait, je fais tout le temps des grands écarts. Et c'est pour ça que ça me permet d'être étonnée à chaque fois. Donc, oui, je passe d'un univers à un autre sans problème. C'est pas une question de problème. C'est juste que j'en ai vraiment besoin de passer d'univers très différent à un autre. Donc oui, c'est quelque chose qui m'arrive tous les jours en fait. D'accord. Alors dans tes clients, j'ai vu que tu bossais pour des entreprises, des institutions, et j'ai cru avoir aussi quelques entreprises dans le domaine du luxe. Sauf que toi, les images qu'on voit de toi, c'est plutôt tourné autour de l'humain enfin, tu parles. J'ai l'impression que tu cherches un peu à mettre en avant et à parler des gens dont on ne parle pas d'habitude et qui ne sont pas forcément ceux que l'on voit dans les publicités de marques de luxe. Comment tu collabores avec ces marques? En fait, j'ai arrêté de... D'accord, ma question fait un flop.
J'ai arrêté de travailler avec cette grande marque de luxe parce que, en fait, ça a été une des boîtes où j'ai trouvé que les salariés étaient les plus malheureux. Et en fait, moi, j'y arrive pas. En fait, moi, si je suis pas d'accord avec mon client, j'arrive plus à travailler avec. Donc, j'ai arrêté notre collaboration. Mais en fait, oui, j'ai plein de clients très, très, très différents, que ce soit des multinationales comme des toutes petites institutions ou des associations ou des compagnies de théâtre ou de danse. Mais en fait, le sujet, il y a un même sujet pour toutes ces boîtes, c'est l'humain. Donc en fait, il y a de l'humain partout et c'est suivant l'angle que tu utilises où du coup tu prends plaisir à travailler pour finalement que ça soit des grosses boîtes ou des toutes petites, quoi. Mais le sujet, voilà, c'est l'humain. Ça se ressent bien dans tes photos. Alors on en discutait tout à l'heure avant d'enregistrer. Tu n'as jamais déménagé. Ça me fait rire parce que en fait, si tu as déménagé une fois, c'était de la Roumanie à la France en fait. Mais à côté de ça, quand on regarde un petit peu ton parcours, donc tu as commencé la photo en Roumanie. Tu voyages pas mal déjà. Rien que cette semaine, on a essayé de se voir à Paris. Marteau piqueur, on n'a pas pu enregistrer. Après, tu étais à Lyon. Là, on est à Orléans. T'as la bougeotte et j'ai vu que t'avais aussi fait quelques voyages. Alors moi je suis un grand voyageur donc j'aime beaucoup parler destination et j'ai vu que tu étais allé en Inde, à New York, en Islande, à Bucarest forcément, Maroc, Venise, Tokyo, Istanbul. T'as fait des photos là-bas ? De toute façon à chaque fois à chaque endroit où je vais je fais des photos. Enfin même à Orléans je fais des photos. Enfin ouais je fais des photos tout le temps. Donc à chaque fois que je fais un voyage, ou bien que ça soit un côté personnel ou pas, je fais des photos, ou bien si je vais pour un projet, pour une commande à l'étranger, à chaque fois j'essaye aussi d'y mêler un projet perso et pour aller à la rencontre des gens en fait. Alors il y a une question que j'aime bien poser dans le podcast, c'est combien de temps maximum ton appareil photo peut rester dans le sac ? Alors toi je te la pose pas parce que j'ai l'impression qu'en fait il est tout le temps dehors et si c'est pas l'appareil photo c'est le téléphone. D'ailleurs avant qu'on se voie tu m'as envoyé dans la conversation de SMS, tu m'as envoyé une photo prise dans le métro parisien. Tu shootes tout le temps en fait. Ouais, malheureusement pour les autres. Pour la famille, donc je demande régulièrement pardon à mes enfants et aux hommes qui partagent ma vie du fait que oui, je suis tout le temps en train de faire des photos. En fait, je vois tout le temps des photos, quoi. Donc c'est ma façon c'est ma façon d'être. C'est assez étrange en fait. D'avoir l'impression que si on ne fait pas de photos ou on ne voit pas par l'intermédiaire de la photo, qu'on n'existe pas. Donc c'est assez... moi je ne peux pas du tout imaginer que je pourrais plus faire de photos. Et la peur la plus grande, c'est de perdre la vue, quoi. Ça serait gênant. Un peu, oui. Mais j'ai commencé à réfléchir en me disant qu'est-ce que je pourrais faire si jamais je ne voyais plus, mais comment je pourrais continuer à faire des photos de choses qu'on ne voit pas. Donc c'est quelque chose qui me trotte dans la tête en me disant qu'il va falloir que je continue à faire des photos sans voir. Mais je n'ai pas trouvé la solution, mais j'y réfléchis. Ah oui, c'est une vraie peur, t'y penses. Si ça arrive, oui. Qu'est-ce que je fais, quoi ? Ouais, parce que je ne peux pas du tout m'imaginer le fait de pas pouvoir faire de photos, quoi. Je suis photographe avant d'être avant d'avoir été amoureuse, avant d'avoir été mère, avant d'avoir été tout en fait. Donc c'est arrivé assez tôt et c'est vrai que ça fait partie de ma définition en fait. Et tes enfants, ils pensent quoi de tout ça ? Ils en ont un peu marre des fois. Donc par exemple là, je suis partie 3 jours avec mon fils à Venise parce que ça faisait longtemps qu'on s'était pas vus parce que j'étais sur des projets.
Et il m'a dit, par contre, tu fais pas de photos, hein. Tu prends pas ton appareil. Donc, il se rend pas compte qu'à Venise, on peut pas ne pas faire de photos. Donc, j'ai pas pris mon appareil, j'ai pris que mon téléphone. Et à chaque fois... et j'ai essayé vraiment d'en faire le moins possible. Et lui, il me dit, mais t'as pas arrêté. Je lui dis, mais c'est pas possible, non. Et des fois, il mettait la main devant mon téléphone, il m'empêchait de faire des trucs, mais bon, ça devenait drôle. Mais je lui ai dit, mais là, vraiment, j'ai fait vraiment un effort de ne pas en faire beaucoup. Donc, non, c'est des négociations et aussi d'essayer de faire comprendre. Et en même temps, je dois aussi comprendre que, il ne faut pas que ça prenne autant de place. Mais bon. Je crois qu'on est nombreux à avoir ce problème. Alors, quand on regarde un petit peu sur le net et qu'on regarde ton travail, donc on voit pas mal de choses, beaucoup de projets, mais toutes ces photos que tu fais à côté, comme là à Venise, ou la photo que tu m'as envoyée prise dans le métro le jour même, t'en fais quoi ? Ah bah... Rien. Ça dort juste, sur les disques. Oui. Là, si, je l'ai mis sur mon compte Instagram. Mais en fait, oui, la plupart des photos, c'est juste le plaisir d'avoir fait la photo, en fait. Donc, quand c'est des photos de voyage, des photos de quand tu pars d'un point A pour aller à un point B, évidemment, tu vois des choses, tu as envie de les photographier. C'est des choses où tu es juste heureuse d'avoir vu et d'avoir fait la photo. Mais ça va pas plus loin que ça, parce que c'est pas quelque chose où c'est nécessaire pour témoigner de quelque chose ou pour être utile. C'est juste une question de plaisir. On va parler un petit peu de tes projets. On va parler un petit peu de tes projets. Il y en a un notamment qui a attiré mon attention. On en parle tout à l'heure. Donc ton deuxième livre, pour le coup, c'est 24 heures dans un service de réa. En fait, 24 heures, c'est toute une série. Est-ce que tu peux me parler de cette série ? Alors, 24 heures, c'est arrivé il y a 6 ans. Ou peut-être par rapport à la quarantaine arrivant, ou peut-être qu'elle venait tout juste d'être passée, et où tu réfléchis, et où j'ai réfléchi par rapport à mon travail, et qu'est-ce qui me plaisait, et qu'est-ce qui me plaisait plus, qu'est-ce qui me frustrait, où est-ce que j'avais envie d'aller. Et en fait, je trouvais qu'il y avait quelque chose qui me dérangeait, parce que je trouvais que je passais pas assez de temps avec les gens que je photographiais. Et des fois, t'es à un endroit et tu fais quelques photos et les gens ils disent mais restez manger, ou restez encore un peu, et puis non, toi tu peux pas parce que t'as un autre truc à faire. Ou des fois moi j'avais juste envie de rester chez les gens, mais eux ils avaient autre chose à faire. Donc c'était un truc un peu compliqué à me dire, mais je passe pas assez de temps avec les gens. Et du coup je me suis dit pour passer du temps avec les gens, il faut vivre avec eux. Donc, je m'étais dit, je pourrais rester une semaine avec eux. Mais après, je me dis, une semaine quand même, ça fait un peu boulet quand même, un peu long. Et finalement, je me suis arrêtée à 24 heures. C'est peut-être assez banal, cette durée de 24 heures, parce qu'il y a plein de 24 heures qui existent, donc c'est pas quelque chose de très original. Mais là, je m'étais dit, en passant 24 heures avec les gens, t'es là au moment du réveil, t'es là au moment du coucher, t'es là au moment où ils se lavent les dents. Et de passer 24 heures non-stop avec quelqu'un, ça permet aussi de vraiment rentrer dans l'intimité de la personne et dans sa vie, et que moi aussi je puisse y trouver ma petite place, en fait. Donc mon premier 24 heures, ça a été en novembre 2014, avec un pêcheur dans le delta du Danube, en Roumanie, un pêcheur qui avait une cabane illégale en plein milieu de l'eau. Et on l'a commencé à 11h et on l'a fini le lendemain à 11h. Et après avoir fait ces 24 heures non-stop avec lui, de le photographier tout le temps, et d'avoir vécu avec lui, d'avoir bu de l'agneau à 4 heures du matin pour aller pêcher, d'avoir mangé avec lui, d'avoir
vraiment vécu. Et là, je me suis rendu compte que c'était vraiment une durée qui me convenait très bien et qui me faisait beaucoup de bien. Donc en fait, j'ai fait un projet, j'ai commencé ce projet d'une façon très égoïste, c'était juste parce que je voulais me faire du bien, quoi. Alors donc tu fais 24 heures, c'est toujours de 11h à 11h ou tu changes les heures en fonction Non, je change les horaires, mais par contre, c'est la seule chose. L'horaire de début, il est variable, donc ça peut commencer à 8h du matin, comme à 20h, comme à minuit, comme à 2h du matin. Mais par contre, je me tiens à finir 24 heures après. Je me laisse juste un quart d'heure de battement, mais même si après ils me disent « Ouais, mais il se passe un truc hyper important 1 heure plus tard, c'est fini. » Donc, il faut réfléchir un petit peu à quel est le moment de fin et quel est du coup, ça détermine le moment du début ou l'inverse, quoi. Alors, il y a une question que je me pose, c'est à un moment, la personne va aller se coucher, j'imagine. Tu fais quoi? Tu fais des photos encore pendant qu'il dort? Non, en fait, dès que la personne s'endort. Donc quand elle va se coucher, je suis là. Enfin, en fait, ça dépend des personnes. Hein. Mais dès le moment où la personne est partie dans son sommeil, je fais plus de photos. Parce que du coup, elle est plus là. Et là, ça serait comme si je volais une image. Donc moi, j'ai toujours envie que la personne soit consciente du fait que je sois là et que je photographie. Donc je me cache jamais. Donc je suis toujours bien visible, bien présente Mais donc non, et donc si une personne elle est insomniaque, je dors pas. Donc non, donc tout se fait en fonction de la personne. Par exemple, il y a des personnes qui ferment pas la porte quand ils vont dans la salle de bain, et ben je suis là. Et il y a des personnes qui ferment la porte quand elles vont aller se coucher, j'ouvre pas la porte, voilà. Donc il y a pas de. En fait, si on me laisse les portes ouvertes et on me donne le plus de place possible, je la prends. Mais après, il y a des personnes qui sont un petit peu plus pudiques, donc que je respecte en fait. Il y a des gens qui t'oublient? Oui. Enfin, non, j'ai pas trop envie qu'on m'oublie quand même. Non, mais je parle pendant les 24 heures, ils font leur vie et ils oublient presque que tu es là. En fait, ils oublient l'appareil photo. Voilà, ils oublient l'appareil photo assez vite. Et par contre, ils peuvent facilement m'oublier quand ils sont en train de faire des choses et ils sont en train de bosser ou ils sont en train d'être concentrés sur quelque chose et tout ça. Oui. Donc l'oubli de l'appareil et du fait que quelqu'un qui les photographie, ça on oublie en fait. Alors toi, j'imagine que dans cette démarche, le but c'est de photographier le quotidien des gens. Et est-ce que ta présence ne modifie pas ce quotidien? Est-ce que t'as pas parfois des problèmes avec des gens qui joueraient un rôle pendant que tu es là ou... En fait, au départ, je me suis dit que les personnes elles allaient vraiment programmer aussi leur journée en fonction et tout ça. Et finalement les choses se font assez, d'une manière très quotidienne de leur part. Et comme c'est des personnes qui n'ont pas du tout l'habitude, très peu, il y en a certaines qui ont un peu l'habitude d'être prises en photo, mais la majorité, c'est des personnes qui n'ont pas du tout l'habitude d'être prises en photo. Donc déjà, quand je leur propose de faire un 24 heures de vivre avec moi, elles ne se rendent pas compte un peu de qu'est-ce qui va se passer. Donc elles ne sont pas du tout dans la projection de faire attention. Et il y avait, par exemple, j'avais fait le 24 heures de Jean-Christophe Ruffin, donc qui, lui, a l'habitude d'être pris régulièrement en photo. Et c'est ce qu'il disait. Il dit, sur une séance photo de 1 heure ou 2, on peut faire attention et prévoir un petit peu comment on va être et être en représentation. Mais sur 24 heures, c'est un peu compliqué d'être non-stop en représentation parce que je photographie non-stop pendant 24 heures. Faudrait que je rentre mon ventre pendant 24 heures, mais si on dit ça. On va le faire en septembre. Je voulais pas le dire, mais oui, tu l'as dit. Est-ce qu'il y a comment on va dire, est-ce qu'il y a une série de 24 heures qui t'a plus marqué qu'une autre?
en fait, toutes mes 24 heures sont tellement, tellement différentes que après, il y a des émotions qui ont été différentes. Il y a des moments qui ont été très, très, très durs. Il y a des moments qui ont été beaucoup plus légers. Donc, en fait, c'est... À chaque fois, ça va être très bateau ce que je vais dire, mais à chaque fois, je suis heureuse de cette rencontre que j'ai faite. Donc, il y a, tu vois, par exemple, le 24 heures avec Alexandro, qui est une personne sans domicile fixe à Paris, au métro Richelieu-Drouot. Donc, si jamais les personnes qui écoutent passent par là et peuvent aller le saluer de ma part. Mais voilà, enfin, pour moi, ça a été une aventure assez marquante, même assez violente en fait, de vivre non-stop H24 dehors. Et surtout que tu te rends compte que pour cette personne, ça fait 5 ans qu'elle vit non-stop à la rue. Donc c'est ça aussi qui rend la chose la plus violente. C'est pas le fait que j'ai vécu 24 heures dans la rue. Même j'avais froid, enfin il faisait -4, c'était au mois de décembre. Mais du coup, ça te ramène au fait que toi, tu as un chez toi, toi, tu as un lit, tu as une douche, tu as le confort et tu as ta vie à toi. Et que, voilà, c'est Alexandro, lui, il a son autre vie. Enfin, il a sa vie à lui qui du coup, est très, très différente de la mienne. Et là, ça c'est violent, mais du coup, de vivre 24 heures non-stop avec lui, évidemment, ça crée du lien, et par la suite, on est resté en lien, en fait. Mais donc, il y a des 24 heures qui te bouleversent parce que ça te ramène à ta propre vie aussi. Donc, quand j'ai fait le 24 heures avec le SMUR, c'est un projet que j'ai toujours pas réussi à éditer parce que ça a été hyper violent en fait. Donc, évidemment, tu fais un 24 heures avec le SMUR, tu peux te douter que tu vas voir des choses assez difficiles, mais en même temps, tu n'es jamais préparé au truc le plus difficile. Et du coup, j'ai vécu quelque chose de très très violent et j'arrive pas à éditer ce 24 heures. Donc, mais pour moi, ça a été un projet nécessaire, mais j'arrive pas à aller au bout. Donc bon, voilà. Donc en fait, dans ce projet 24 heures, en rentrant dans toutes ces vies très 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 différentes, ça bouleverse et ça te donne envie d'aller rencontrer encore plus de monde. Alors quand tu vas faire 24 heures avec le SMUR, j'imagine que tu les contactes pour mettre tout ça en place, mais quand c'est une personne comme Alexandro, c'est ça, comment tu l'abordes pour lui proposer ce projet ? En fait, là, par rapport à Alexandro, c'est Sansa. Sansa, c'est une boîte de com qui... Elle essayait de rendre de la visibilité aux gens invisibles. Et ils avaient entendu parler de mon projet 24 heures, et donc ils sont venus me voir en me disant, voilà, Géraldine, est-ce que tu serais d'accord pour faire un 24 heures avec une personne sans domicile fixe ? Donc moi, au départ, en fait, moi j'ai pas... moi, j'avais pas forcément envie de faire un 24 heures avec une personne sans domicile fixe, mais moi, j'ai envie de faire un 24 heures quand on me parle d'une personne, en fait. Mais pas de me dire, tiens, c'est avec une personne qui fait ci ou qui fait ça. Et du coup, ils ont commencé à me parler de la personne à laquelle ils pensaient. Et en fait, dès qu'ils ont commencé à me parler d'Alexandro, qu'il avait son lieu bien organisé à Paris, qu'il avait s'était fait comme un petit jardin à côté du métro, qui s'est fait sa propre petite maison. Enfin, la façon dont ils m'ont parlé de lui, c'est là où je me suis dit, mais oui, j'ai envie
j'ai envie de le rencontrer. Et en plus, je lui dis, mais il s'appelle comment? Alexandro. Je lui dis, mais il est roumain. Il fait, bah oui, il est roumain. Je lui dis, mais je suis roumaine. Mais en fait, ils n'étaient pas... ceux qui m'ont contacté, ils n'avaient pas du tout pensé au fait que j'étais aussi roumaine et que je parlais roumain. Et donc, du coup, la rencontre, elle a été encore plus roumaine. Une rencontre roumaine. Voilà. Donc tu fais plusieurs séries 24 heures et puis il y en a une 24 heures dans un service de réa qui finit en livre. C'est quoi un peu le cheminement pour arriver au livre? Pourquoi cette série-là et pas une autre? Donc, pourquoi cette série-là et pas une autre? En fait, le projet du 24 heures en réa, il est venu évidemment avec l'arrivée du Covid et du premier confinement, où on entendait le fait que quand on parlait de la réanimation, c'était quelque chose de complètement... comme un champ de bataille, en fait. Et moi, j'étais en lien avec un infirmier qui était dans un hôpital à Paris. Et on échangeait. Et il me racontait un petit peu quelle était la vie de ces services. Et il connaissait aussi mon travail sur les 24 heures. Et il m'a dit, mais... Et quand il me parlait de son service, j'ai dit, mais ça serait génial de faire un 24 heures. Il me dit, mais oui, ça serait trop bien. Il me dit, je vais en parler, à mes collègues et tout. Parce que moi, dans ma tête, je me dis, mais qu'est-ce qu'ils vont s'emmerder avec une photographe qui leur colle au bas pendant 24 heures? Surtout à ce moment-là où on ne savait pas du tout qu'est-ce qui se passait. Enfin, tout était compliqué, en fait. Et du coup, il en a parlé à ses collègues, à ses chefs. Tout le monde avait l'air hyper open pour que je vienne. Et en fait... le service com de la PHP a dit non, a dit c'est pas possible. Oh, moi j'aime pas qu'on me dise non. Ah ouais, et puis moi quand on me dit non pour des mauvaises raisons, donc en fait moi j'accepte des noms mais j'ai besoin d'avoir des bonnes raisons. Et là de me dire mais les soignants avaient envie d'eux, qu'on montre leur boulot et que ça soit juste un service com qui dise non. Là, je trouvais que c'était pas, ça collait pas, quoi. Et donc j'ai essayé par tous les moyens d'avoir un oui. Finalement, j'ai pas eu de oui avec la PHP et j'ai eu un oui avec l'hôpital d'Orléans où je suis rentrée. Quelqu'un m'a mis en lien avec le chef de réanimation d'Orléans et à qui j'ai expliqué le projet. Il m'a posé pas mal de questions, j'ai répondu aux questions, il en a parlé à toute son équipe, l'équipe avait des questions à poser, enfin voilà, donc ça s'est fait et donc du coup ils m'ont ouvert les portes et on a fait ce 24 heures et par la suite on m'a proposé de faire une exposition, mais il fallait que je trouve les moyens financiers de monter, de faire les tirages et tout ça, et j'en ai parlé à un de mes anciens clients avec qui j'ai toujours gardé des bonnes relations, qui est le conseil régional du Centre Val-de-Loire. Et je leur ai dit, mais est-ce que vous êtes OK pour soutenir une exposition? Et puis par la suite, je me suis dit, mais tiens, si on fait une expo, est-ce qu'on ferait pas un livre? Et je leur ai proposé que cette exposition aille dans les lycées de la région centre et que et qu'il y ait aussi des élèves infirmiers, des écoles d'infirmiers, d'aller dans les lycées pour raconter un peu leur métier et puis peut-être susciter des vocations, voilà, vu qu'on est quand même en grand manque de soignants. Donc voilà, donc le livre il s'est fait un peu d'une façon, c'était pas du tout prévu en fait, mais vu qu'il y a eu l'expo et puis l'hôpital, le chef de réa, il dit « Ah, mais ça serait bien de faire un livre. » Je lui dis « Bah oui, génial, on fait un livre, mais on le fait comment ?»« Ah bah, on sait pas. » Et donc voilà, donc ça s'est fait et j'ai contacté les éditions Alopex, une jeune maison d'édition qui venait de se créer quelque temps auparavant et ils m'ont dit oui, ils ont dit bah, on te suit et puis donc voilà, donc le livre est sorti. Chouette histoire. Donc on peut contacter des éditeurs pour faire des livres. Parfois ça marche alors. Parfois ça marche, voilà.
Alors, on va parler de ton livre étranger, mais avant ça, on va inaugurer une toute nouvelle rubrique, si je peux dire, dans le podcast. C'est la rubrique témoignage. Donc j'ai demandé à des proches de faire un témoignage et on va écouter ça tout de suite. Ce que je pense du travail de Géraldine, si le mot travail renvoie à la profession, je pense que c'est la profession qui lui convient le mieux, puisqu'elle l'avait déjà choisie à l'âge de 13 ans. Elle a travaillé pour réaliser son choix de vie. Au niveau de la qualité de son travail, je trouve qu'il est extraordinaire. Il est tellement divers, vraiment, c'est le travail qui lui convient le mieux. Elle a choisi cette profession lorsqu'elle était adolescente, après avoir, en fait, au lendemain de la Révolution, on était allé voir une exposition des Reporters sans frontières et elle a été captivée. Elle s'est dit, mais qu'est-ce que l'on peut dire avec des photos? On peut tout transmettre avec des photos. Voilà, c'est ce que je veux faire. Bon. Et je suis très fière qu'elle ait pu réaliser son rêve. Une anecdote en rapport avec le travail photographique de Géraldine. Oh, il y en aurait beaucoup. Bon, celui qui correspond peut-être à notre relation entre mère et fille, c'est lorsqu'elle a projeté le projet photographique qu'elle a intitulé Don't Fuck With Me. Elle avait décidé en fait de faire le portrait de femmes, entre guillemets, de femmes fortes à ses yeux. C'est-à-dire des femmes qui ont été très déterminées dans leur vie et qui ont tout fait pour réaliser leurs rêves, en quelque sorte. Et bon, elle m'a proposé d'être une de ces femmes-là. Elle a fait mon portrait et je me suis retrouvée en fait sur les écrans de grandes métropoles le jour de la fête des femmes. Donc, c'était intéressant. J'aime bien notre relation parce qu'on est très intime et je pense que c'est une relation assez exceptionnelle entre mère et fille. J'ai rencontré Géraldine Arechtianou alors qu'elle avait, je pense, même pas 20 ans. J'étais allée faire une présentation à un de mes clients qui était la région centre. Et en sortant de cette réunion, je suis allée me restaurer dans un petit café à côté d'un joli salon de thé et j'ai été subjuguée par une exposition qui était en place et qui présentait des portraits qu'elle appelait portraits pour un mot, c'est-à-dire des enfants sourds-muets roumains qui étaient par ailleurs dans des orphelinats et qui s'exprimaient avec le langage des signes. Et c'était magnifique d'humanité, c'était en noir et blanc déjà. Il signait donc des mots. J'ai acheté 2 photos, neige, sage, les 2 mots neige et sage qui étaient donc signés par 2 jeunes gens différents. Et donc je suis devenue comme ça sa première acheteuse. Alors j'ai défendu le travail photographique de Géraldine sur une foire à Paris. On avait eu une parution dans Le Monde. J'ai défendu aussi son travail dans ma toute première galerie il y a 20 ans. Donc, dès que j'ai pu, j'ai essayé d'apporter mon aide à l'épanouissement de son travail. Mais depuis le début, en fait, elle avait juste besoin de plateformes d'expression, mais elle n'avait pas besoin de conseils parce que je crois qu'elle a vraiment un talent extrêmement personnel qui est de savoir photographier la relation que soit elle a avec les gens, soit les gens ont entre eux, ce qui est extrêmement rare. Elle
elle avait d'ailleurs eu du mal au départ à se situer parce qu'elle se rêvait photo-reporter, c'est lié à son histoire, mais elle est un peu à cheval sur tous les types de photos, la photo-reportage, la photo plasticienne, voilà, elle a ce qu'on appelle un œil et puis une écriture photographique. Et ce qui est extraordinaire, c'est qu'on a l'impression vraiment d'accéder à l'âme des gens. Et elle le fait, je pense qu'elle y arrive parce qu'elle est comme ça, elle est très solaire et les gens se confient, lui font confiance et se livrent en fait, sont sans défense. Oui, c'est même plus qu'une anecdote, c'est-à-dire que en fait Géraldine, elle a accompagné vraiment ma vie. Euh, je l'ai rencontrée, elle était toute jeune, on s'est tout de suite bien tricoté, j'ai exposé quand j'ai pu. Et puis, elle m'a rendu je l'ai fait aussi rentrer dans un groupe de slasheuses que j'avais fondé. Et je lui ai présenté beaucoup d'amis. Donc, en fait, on a plein d'amis communs maintenant. Mais elle a surtout, en tout cas, en ce qui me concerne, c'est presque le plus important. Elle a fait le portrait de ma fille aînée qui est polyhandicapée, qui qui lui a en fait permis de faire un 24 heures dans ce monde étrange et parallèle du polyhandicap. Polyhandicap étant ce qu'il y a de plus sévère en termes de handicap, voilà. Elle a réussi à la photographier en respectant sa beauté, sa dignité, tout son éclat, toute sa personnalité, et je lui en suis vraiment reconnaissante. Donc elle nous a suivis à la maison pendant 24 heures. Donc vous voyez, c'est une anecdote de 24 heures. Donc, dans cette très belle série qu'elle fait depuis longtemps maintenant, où elle suit des gens qui ont des destins pendant 24 heures dans l'intégralité de leur vie. Et donc j'ai ce merveilleux reportage. Et puis aussi, elle a fait le portrait de ma deuxième fille adoptive quand on l'a adopté mon mari et moi. Et donc le faire part et les premières photos de ce deuxième enfant quand elle avait 3 mois. Donc je pense que les gens ont un lien intime avec elle, vraiment. Oh. Alors je crois que tout le monde aura reconnu ta maman dans le premier témoignage. J'ai l'impression que vous avez une relation très fusionnelle, non ? Ouais, une relation, je sais pas si c'est fusionnel, mais une relation très forte et extraordinaire parce qu'on est toutes les deux très indépendantes l'une de l'autre. On ne dépend pas l'une de l'autre, donc fusionnel, j'ai l'impression que c'est comme une sorte de dépendance, mais on est très liés et très très amis aussi, très. C'est ma première confidente, hein. Donc et elle a toujours cru en moi. Elle a toujours cru dans ma capacité à devenir photographe, et contrairement à mon père qui, je pense que lui avait un petit peu plus peur, et quand il voyait mes photos floues, il disait mais c'est flou, on comprend rien. Ma mère à chaque fois elle disait non mais c'est vachement bien, c'est super. Donc elle a toujours été là à croire et à pas montrer qu'elle avait peur ou qu'elle pouvait s'inquiéter d'un possible parcours un peu compliqué, parce que voilà, quand on décide d'être photographe, on ne sait pas du tout où on va, mais en même temps il y a tellement de métiers où on ne sait pas où on va, mais voilà, donc ma mère a toujours eu confiance en moi et en mes capacités de photographe. Sans la confiance de ta mère, tu serais quand même devenue photographe ? Je pense que oui, parce que je ne pouvais pas imaginer un autre métier ou être autre chose. Enfin, pour moi, c'était juste impensable. Donc
Donc je pense que oui, mais la confiance que ma mère et ensuite mon père ont eue en moi, la confiance qu'a eue mon ex-mari, qui lui a essuyé les plâtres des débuts de photographe. Donc c'est grâce à eux que je suis là où je suis, sans eux, ça aurait été beaucoup plus fastidieux et plus compliqué. Qui est la seconde personne qui témoigne ? La seconde personne qui a témoigné avec ces mots qui m'ont fait du bien, c'est Cécile Dufay qui a été, un jour, je reçois un coup de fil sur le téléphone fixe, et qui me dit oui, bonjour, je viens de voir votre exposition dans ce café, je suis acheteuse d'art, j'ai jamais acheté de photos, et là j'aimerais bien vous acheter 2 photos, elles sont à quel prix ? Moi, j'étais là, déjà c'était ma première expo, déjà le fait d'exposer, c'était quelque chose juste d'extraordinaire, mais de vendre une photo, ça m'était pas du tout passé par l'esprit. Du coup, tu n'avais même pas prévu de tarif. Ah, mais pas du tout. Et je lui ai dit, est-ce que vous pouvez me rappeler dans 1 heure, s'il vous plaît ? Le temps de me renseigner sur le prix du marché, c'est ça ? Du coup, à ce moment-là, ma mère était là, parce que ma mère habitait en Roumanie, mais elle était là ce jour-là, et je dis, maman, on veut m'acheter une photo, je mets combien ? Elle me dit, mais je sais pas. Donc, je sais même pas comment j'ai fait mon tarif, et du coup, j'ai décidé que c'était 500 francs. Ah oui, francs. Ok. Donc, ma photo, donc j'ai vendu 2 photos à 500 francs. Donc, j'ai gagné 1000 francs. Bon, après 1000 francs, c'est pas 150 € de nos jours. Non, mais de toute façon, je pense que ça aurait pu être n'importe quel tarif. Rien que l'idée de savoir que quelqu'un avait envie d'acquérir une de mes photos, et du coup, si une personne veut une de mes photos, c'est aussi pour la mettre chez elle. Donc ça veut dire vivre avec une de mes photos. Pour moi, ça, c'était juste énorme. De se rendre compte que des gens vont vivre avec tes photos, quoi. Et donc après, vous restez en contact ? Et après, on est resté en contact. On s'est revus plusieurs fois, mais bon, très espacé. Et donc elle travaillait dans une grosse boîte de pub, et par la suite son rêve c'était de monter une galerie, et en fait elle a monté la galerie, et je leur ai fait leurs premières photos de communication pour leur galerie, j'ai photographié les œuvres, et elles m'ont exposé quelques fois, mais c'était pas une galerie photo, donc du coup ça fonctionnait pas vraiment. Et par la suite, on a refait d'autres projets. J'étais là à l'arrivée de Joséphine, j'étais là à l'arrivée de Françoise. Voilà, donc on s'est suivis avec respect, avec admiration, et je peux dire qu'avec amour. Les 24 heures avec sa fille qui est donc polyhandicapée, ça devait pas être simple, non ? En fait... Je parle émotionnellement surtout. En fait, c'était... Donc comme Cécile le disait, j'ai commencé le 24 heures un dimanche après-midi à 16h ou 17h. Donc ils étaient en famille, dans le parc et tout ça, et le lendemain, je suis partie avec Joséphine, avec le minibus taxi pour aller dans le centre où elle était accompagnée. Et donc, là, il y avait plusieurs enfants avec les mêmes handicaps, donc d'âge un peu différent, mais des ch'tios, quoi. Donc...
en fait, quand j'ai mon appareil, je photographie, je regarde, je parle avec les éducateurs, je souris aux enfants, enfin voilà. Et à un moment donné, il y a eu le moment de la sieste. Et je me suis posée aussi, je me suis assise et là j'ai posé mon appareil. Et là, j'ai eu une bouffée d'émotions et de réalité, en fait, que ça m'a complètement bouleversée. Donc, j'ai commencé à avoir les larmes qui coulent parce que de voir tous ces enfants avec, qui étaient en train de dormir. En plus, c'était un moment... C'était un moment calme, en fait, c'était un beau moment, mais très, très bouleversant. Du coup, j'ai vite repris mon appareil et j'ai continué à faire des photos. Donc, en fait, cet appareil te permet de mettre une barrière. Je ne sais pas si c'est vraiment une barrière, c'est comme un bouclier, en fait. Il te permet de pouvoir continuer à faire des choses que sans cet appareil, j'aurais pas été... j'aurais été complètement pas déboussolée, mais ouais, j'aurais pas pu rester une journée entière dans ce service, en fait. Donc oui, c'est notre appareil photo nous permet beaucoup de choses et nous donne beaucoup de pouvoir, des super pouvoirs, en fait, d'acceptation ou de pouvoir prendre un certain recul pour pouvoir photographier et donner à voir au mieux et de donner à voir une réalité qui est juste à côté de nous. Mais après, évidemment, c'est par le prisme du regard du photographe, quoi. On va parler de ton livre étranger. Donc depuis 20 ans, tu photographies le monde à travers les personnes qui le font. Donc les salariés, des indépendants, des patrons, des stagiaires. Tu es convaincu que le tissu économique national est largement constitué d'entreprises multiculturelles. Alors ça, je ne l'ai pas inventé, je l'ai lu en te googlant. Dans ton livre étranger, qui a lui aussi été édité par Allopex, tu cherches à montrer des individus plutôt que des masses, et tu présentes une série de portraits de travailleurs étrangers venant de 28 pays, et qui constituent et qui sont à une réussite dans notre société. Donc les portraits sont accompagnés de textes d'auteurs, sont accompagnés de textes des patrons. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ce projet, de ce beau livre ? Alors, ce beau livre dont je suis très fière. Tu peux, pour l'avoir eu entre les mains. En fait, ce projet étranger, il est venu en réfléchissant à ce qu'était la France, en réfléchissant à que les élections allaient arriver. Donc c'est une idée qui m'est venue l'été dernier, donc l'été 2021. C'est ça. Voilà. Et aussi parce que je trouvais que le mot étranger était utilisé vraiment d'une façon assez négative. Et en fait, moi, c'est un mot que je trouve magnifique et qui m'a toujours accompagnée, vu que ma mère a toujours été une étrangère en Roumanie. Et moi, j'ai été un peu vue comme une étrangère, même si j'ai la double nationalité, mais rien que le fait de s'appeler Géraldine en Roumanie, c'est un peu étrange, vu que j'étais la seule Géraldine de toute la Roumanie. Et bon, il n'y en a pas beaucoup non plus. C'est vérifié. Je pense qu'on peut le vérifier facilement. Et donc, et comme tu le disais bien, moi, ça fait plus de 20 ans que je bosse avec les entreprises en
en France et aussi un petit peu à l'étranger, mais bon, je bosse beaucoup plus en France. Et dans plein de domaines différents, que ça soit dans le domaine de l'agriculture, dans le domaine du BTP, dans le domaine de la santé, dans le domaine de l'informatique, de l'éducation. Et je me rends compte que le multiculturalisme, il existe et il fonctionne, et qu'en fait, on se fiche d'où les gens viennent, tant que le boulot, il est bien fait. Et ça peut être que finalement un plus, en fait, d'avoir cette étrangeté. Et aussi plein de boîtes, depuis quelques mois peinent à embaucher du monde. Et aussi, t'as ces phrases qui grincent à l'oreille de les étrangers viennent nous piquer notre travail, les étrangers ci, les étrangers ça. Et en fait, je me suis dit, mais c'est pas possible que... C'est quelque chose qui, pour moi, m'est insupportable. Et du coup, j'ai eu envie de montrer que les étrangers, que les salariés étrangers étaient indispensables à la vie économique française. Et donc, pour cela, au départ, j'ai contacté deux PDG de deux grosses boîtes avec lesquelles je travaille. Et quand on est photographe, quand on bosse pour des boîtes, on connaît aussi bien les PDG que les salariés. Donc tu sais un peu qui tu vas voir et quelle est l'ambiance de la boîte, et voilà. Donc la première personne à qui j'ai parlé de ce projet pour savoir si déjà c'était un projet intéressant, où il serait possible de s'embarquer avec moi, c'était Patrick Bléton, le PDG de la SOR. Et ensuite, je suis allée voir le DRH, donc c'était pas le PDG, c'était le DRH de InVivo, avec qui je travaille depuis un petit moment. Et en fait, c'est des boîtes avec... où je travaille vraiment en toute confiance et où on me laisse une assez grande liberté. Et donc, je leur ai parlé de ce projet. Ils m'ont dit, mais Géraldine, on te fait confiance, vas-y, on y va. Donc, monte ton projet, mais on sera là. Et donc, je me suis dit, si déjà eux, ils viennent, donc je suis allée à la recherche d'autres, parce que j'avais envie de montrer que ces salariés étrangers étaient dans tous les métiers, qu'ils étaient dans tous les domaines. Et donc, je suis allée voir des boîtes et des institutions de taille très, très différentes. Et donc, ça va de la multinationale à un agriculteur qui a juste quelques salariés, en passant par une association qui est le Rire Médecin, en passant par un hôpital, en passant par un théâtre, un opéra. Donc j'ai voulu... donc j'ai fédéré 35 entreprises et institutions. Et donc, ce projet est constitué de 32 portraits de 28 nationalités différentes. Et chaque portrait, chaque entreprise ou institution est représentée par un salarié étranger, donc qui n'a pas la nationalité française, et accompagné du verbatim de l'employeur, du dirigeant ou de la dirigeante de la boîte. Donc du coup, il y a aussi un engagement de la part de chaque boîte et institution. Alors, je t'ai demandé de relever des pages sur lesquelles tu as envie de parler. Donc tu as relevé la page 68. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu du portrait qui est sur la page 68 ? Je crois que tu as une petite histoire particulière avec ce monsieur. Oui, la page, voilà, je voulais vraiment bien vérifier. Donc la page 68, c'est le portrait de Youssouf. Et Youssouf Condé, qui est cuisinier dans le restaurant La Table de Marie à Quimper. Et Youssouf, je l'ai rencontré il y a 3 ans lors d'un précédent projet
qui s'appelle Stop Kidding. Et ce projet parle de la situation un peu inacceptable, dans la situation dont se trouvent les mineurs migrants isolés en France, qui se retrouvent à la rue car l'État ne veut pas reconnaître leur minorité. Et donc ces enfants, ils sont recueillis grâce à des associations dans des familles par des hébergeurs solidaires. Et donc j'étais allée faire son portrait chez Roselyne, chez son hébergeuse solidaire qui maintenant est devenue sa maman adoptive depuis. Et quand j'ai fait son portrait, par la suite on en a discuté, et Youssouf, il était dans un moment très très compliqué de sa vie, parce que ça faisait pas très longtemps qu'il était arrivé, donc il venait de vivre tout ce parcours migratoire qui est juste abominable. Et il m'avait dit, mon rêve c'est de travailler dans une cuisine. Et en fait, voilà... Quand j'ai eu envie de faire ce projet étranger, en fait, j'avais aussi pensé à la place que ces mineurs isolés prennent. Donc, ils prennent une place dans la vie des gens, dans les familles, mais ils prennent aussi une place dans les écoles ou dans les formations, et des fois, ils sont aussi apprentis. Et ils ont une telle motivation que, évidemment, que l'apprentissage se passe super bien, et que les patrons, patronnes, ils sont hyper contents de leur apprenti. Puis d'un seul coup, il y a une OQTF qui arrive. L'OQTF, c'est une obligation de quitter le territoire français. Et là, les vies, elles sont brisées, quoi. Aussi bien celle du patron que celle de l'enfant. Et du coup, j'avais aussi envie de montrer l'importance de ces jeunes pour l'économie française. Et donc finalement, voilà, donc le portrait de Youssouf, c'est le pont qu'il y a entre le projet Stop Kidding et le projet étranger. Et c'est aussi le portrait qui montre que ces personnes-là, elles ont toute leur place dans notre société. Tu as aussi voulu nous parler de la page 35, alors pour le coup, c'est pas des photos, c'est un texte. 34 ou 35, je sais plus. Le post-it était à cheval sur les deux pages. Alors c'est la page 34. C'est un texte. Donc en fait, dans le livre, il y a les portraits de tous ces salariés qui est accompagné par leur propre texte. En fait, à chaque salarié, je leur ai posé les mêmes questions. Et il y a un texte qui a été écrit par rapport à leur histoire. Et il y a un texte aussi qui est écrit par le dirigeant de l'entreprise. Et j'ai demandé à 35 personnes très différentes de m'écrire un texte sur le mot étranger ou à partir du mot étranger. Et donc c'est des personnes qui sont ou bien journalistes, ou bien écrivains, démographes, sociologues, artistes, dramaturges. Et donc chacun m'a envoyé son propre texte. Et celui que j'aimerais bien lire, c'est... Bon, je ne suis pas une très très bonne lectrice, mais c'est le texte d'Alexandre Abad, qui est écrivain et metteuse en scène. Et c'est un extrait, donc c'est un texte qu'elle avait déjà écrit, donc qu'elle m'a envoyé. C'est un extrait de Mode d'emploi. Donc j'y vais. Ouais. Stagiaire étrangère, étrangère, étrange, étrangeté, étranger. Rien n'est plus beau que la langue française dans la bouche d'un étranger. Il n'existe pas de bon comédien en dehors sa langue maternelle. T'es trop étrange. Tes yeux sont étranges. Ta manière d'aimer est étrange. Ton jeu est étrange. Tu penses bizarrement. T'es étrange. Comment jouer Racine avec un tel accent? T'as un accent étranger.
étranger. Tu ne fais pas la bise. C'est étrange. Parfois, je répète sans cesse un mot. C'est étrange. Je suis étrange. J'ai répété le mot étranger jusqu'à l'épuisement. Il a perdu son sens. Il est devenu autre chose. Il m'est étranger. Je ne suis plus étrangère. C'est étrange. J'aime un étranger. Il est étranger en France. Il est étranger dans son pays. Il est étranger dans mon pays. C'est étrange. Je vais lui dire je t'aime et je ne sais pas quelle langue employer. Ma langue lui est étrange, sa langue lui est étrange, cette langue lui est étrange. Peut-être qu'il faudra réinventer une autre langue. Mais ça va durer longtemps, trop longtemps, et pendant ce temps, je vais cesser d'aimer. Étrange. Écoute, merci pour cette lecture de ce beau texte. Tu me disais que tu te sentais un peu étrangère quand tu étais en Roumanie, en étant la seule Géraldine de Roumanie. Est-ce que, à ton arrivée en France, tu t'es sentie étrangère ? Oui. En fait, c'est pas une question... Oui, en fait, je pense que je suis étrangère partout. Mais oui, en fait, quand je suis arrivée en France, je me suis sentie roumaine. Et quand je suis en Roumanie, je me sens française. Donc c'est étrange. Du coup, je voudrais te poser la question, que veut dire le mot étranger pour toi ? Le mot étranger pour moi, c'est... Si tu devais être dans ton livre. Si je devais être dans mon livre, en fait, le mot étranger pour moi, c'est l'envie de découvrir l'autre. C'est l'envie de découvrir la personne que je ne connais pas encore. C'est une définition qui me convient parfaitement. Écoute, merci Géraldine pour cette interview qui touche à sa fin, parce qu'on a un train à prendre. Est-ce que tu veux conclure avec un dernier mot ? Si, partons voyager. Partons voyager, c'est des derniers mots qui me conviennent parfaitement également. Écoute, merci Géraldine. Merci à toi. Les auditeurs, je vous retrouve très bientôt pour un autre épisode du podcast Parlons Livre Photo. Promis, je vais améliorer la qualité du son des témoignages. C'était le tout premier. Et à très bientôt tout le monde. Au revoir. Au revoir, merci. Si vous avez aimé cet épisode, vous pouvez nous laisser une note. 5 étoiles, ce serait top, ou un commentaire pour améliorer notre référencement. Vous pouvez également nous soutenir via Tipeee, la plateforme pour laisser des pourboires aux créateurs de contenu.